Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le face-à-face. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Vous êtes bien sur Sud Radio et pas sur Radio Londres, mais quelquefois on se méprend. En ce jeudi 18 juin 2026, il est 13h06, et nous célébrons cet appel historique qui est toujours d'actualité, peut-être même un peu plus en ce moment, parce que c'est vrai qu'il y a des générations qui n'ont pas connu cette époque, qui ne la connaissent pas bien. Et pourtant, d'avoir des gens qui savent dire non au moment où tout le monde se vautre dans un oui de compromission, c'est peut-être ça l'âme française. Je faisais mon humeur avant-hier sur l'appel du maréchal Pétain, le 17 juin 40, oui, après avoir dit qu'il fait don de sa personne à la France, il appelle le cœur déchiré les Français à cesser le combat. La résignation, la démission, la capitulation, et le lendemain, il y a un général un peu fou, mal connu, membre du gouvernement, qui dit ben non, on va continuer la guerre, on va continuer la lutte. Donc 17 juin, 18 juin, et puis le poème d'Aragon, La Rose et le Réséda, on va être en plein dedans grâce à Nicolas Prinsen. Bonjour Nicolas Prinsen, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Merci de votre invitation. Et vous avez publié, c'est une somme, faut dire ce que c'est une somme, c'est un document historique. C'est un traité politique, c'est une leçon de mémoire, d'autant plus fraîche que vous êtes insoupçonnable, vu votre âge, d'avoir connu cette période. Et vous êtes allé à la rencontre, je vous disais en antenne, vous avez fait ce que j'ai rêvé de faire, mais j'ai pas eu le temps, pas de relation. Vous êtes allé à la rencontre des derniers compagnons de la Libération. Les compagnons de la Libération, un ordre instauré par le général de Gaulle au tout début, alors qu'on est encore au balbutiement du Tchad avec Félix Éboué. Et comme il y a personne autour de lui, il va dire ceux qui viennent maintenant, ils seront retenus. Après, en 44, c'est beaucoup plus difficile. Il y en a eu des résistants de 44, François Mitterrand notamment. Ils ont peut-être été sincères pour certains. Et les 1038. Et surtout ce que vous dites, génial, en 46, il arrête, on ferme le guichet. Voilà, il n'y en a plus besoin, et ceux qui l'ont vraiment été de façon sincère et insoupçonnable. Nicolas Prinsen, pourquoi avoir décidé, à cette période de l'histoire, d'abord, il était temps d'aller voir les derniers témoins, gens discrets, qui n'ont pas demandé la facture, comme on disait, ils n'ont pas demandé la facture de l'histoire. Ils sont rentrés chez eux après la guerre, on en parlera tout à l'heure de ce phénomène. Pourquoi avoir décidé justement d'inventorier ces derniers témoignages des gloires de la France? Alors, je suis allé à la rencontre des derniers compagnons Français libres en l'an 2009. Donc ça remonte à un certain temps, et à l'époque j'étais tout jeune, j'avais 23-24 ans, et je crois que profondément je cherchais des modèles. C'est-à-dire j'étais à ce moment dans la vie où on se demande ce qu'on va faire, comment s'orienter, comment essayer de se rendre utile à la société alors qu'on ne sait encore pas faire grand-chose à cet âge-là, et comment vivre une vie passionnante, engagée, utile. Vous êtes impliqué à l'époque dans la vie politique, vous êtes conseiller du président Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Je vous demandais, vous avez donc connu Henri Guénaud, qui est un patriote et un républicain insoupçonnable. Tout à fait. Qui vous met dans l'esprit, est-ce que ce sont votre histoire familiale, vos études, qui vous dit il faut aller à la rencontre des derniers compagnons de la Libération, sans ça personne ne le fera, et sans vous, ils partaient sans avoir témoigné. Les derniers témoignages sont toujours les plus forts, une fois qu'on a pris du recul. Quelle mouche vous a piqué? Quelle mouche républicaine? Quelle abeille vous a piqué? Alors c'est ni ma famille, ni mes études, encore moins je dirais, qui m'a amené à m'intéresser aux compagnons de la Libération. Mais c'est vrai que quand je me suis retrouvé à 24 ans comme conseiller du président de la République, sur des sujets qui étaient des sujets nouveaux, de nouvelle génération, qui étaient les nouvelles technologies, je ressentais le besoin de remplir en quelque sorte mon arrière-boutique, de me construire un bagage beaucoup plus fort pour prendre des décisions au quotidien, essayer de me rendre utile à la cause et à la mission qui était la mienne. Et c'est vrai qu'à un jeune âge, je cherchais vraiment des modèles, non seulement de sagesse, d'expérience, mais aussi de courage. Et donc je lisais la nuit, dans le peu de temps que j'avais, un peu l'histoire de France. J'ai lu les mémoires du général de Gaulle, parce que je le croisais tous les jours en portrait près du salon vert du palais de l'Élysée. L'étrange défaite de Marc Bloch. L'étrange défaite de Marc Bloch. Je vais parler avec vous parce que la fille prend une position un petit peu tout à fait inattendue par rapport à la cérémonie du Et ce qui m'a marqué dans cette histoire, c'est les compagnons de la Libération, mais c'est aussi de se replonger dans les années 30 et 40
et comprendre comment la France s'était mise dans une telle position de faiblesse. Et il y a un point qui a retenu mon attention à l'époque, puisque j'étais en charge des nouvelles technologies, c'est comment De Gaulle avait diagnostiqué dans les années 30 que la France était en train de prendre un retard intellectuel, technologique, dans la non-adoption de la mécanisation. Au fil de l'épée vers l'armée de métier. Exactement. Donc pendant toutes les années 30, il a essayé de travailler à faire comprendre, notamment aux élites françaises, qu'il fallait changer de logiciel et qu'il fallait moderniser notre armée et derrière toute notre industrie, notre économie. Et ce type de sujet-là me heurtait. Je me disais, tiens, quand un pays rate un virage technologique, voilà ce que ça peut coûter, surtout quand le reste du monde, ne serait-ce que notre voisin, est très dynamique et agressif. Il faut lire et relire ces deux ouvrages de général de Gaulle. D'abord, la langue française, sa qualité d'écrivain est indéniable. Il annonce tout. De même que Mein Kampf nous annonce tout, voilà. Et Guderian lui-même dit qu'il a lu De Gaulle pour l'invasion de 40, la percée des Ardennes et l'arrivée jusqu'à Aville. Il dit, je me suis inspiré des théories du général De Gaulle qu'il fallait comprendre qu'il fallait rassembler la force mécanique pour avoir une force de frappe. Donc, on en est là. Et quand j'ai découvert, parce que je ne connaissais pas bien cette histoire des compagnons de la Libération, je me suis aperçu que, comme vous le dites, le général de Gaulle avait en fait le casting. Il avait choisi les 1038 personnes qui s'étaient engagées à 18, 19 ou 20 ans et qui étaient de fait les héros irréprochables, les héros absolus de cette guerre, qui a quand même été pour l'essentiel une défaite pour la France, mais qu'il y a eu de la victoire au sein de cette défaite avec des personnes qui se sont engagées au bon moment, qui ont pris la bonne décision, avec un mélange de passion, d'innocence, mais aussi de raison, et qui de fait ont mené une guerre incroyable. Et c'est vrai que le jeune homme que j'étais avait besoin de sagesse, mais aussi d'esprit d'aventure. Et c'est vrai que ça a été une aventure incroyable que celle de la France libre, de ceux qui sont engagés avec De Gaulle et qui sont ensuite allés combattre sur 3 continents pendant 4 ans. C'est comme ça qu'ils ont vécu leur jeunesse, et j'ai trouvé ça extraordinairement inspirant. Et quand j'ai vu que certains d'entre eux étaient encore vivants en 2009, il en restait une trentaine, dont une vingtaine malheureusement de valides, qui étaient encore vraiment avec nous, eh bien je me suis précipité dans l'urgence en me disant je veux les rencontrer. Et quand j'ai commencé à les rencontrer, je me suis dit il faut que j'enregistre ce qu'ils me disent, parce que non seulement les mots, mais aussi les gestes et ce qu'ils ont dans les yeux me donnent tellement de leçons, me donnent tellement de force à chaque fois que je sors d'un entretien, que je me suis dit qu'il fallait conserver cette matière et trouver une façon de la transmettre à mes pairs, mais aussi aux nouvelles générations. Plus qu'une défaite, Nicolas Princenne, ce mois de juin 1940, signature de l'armistice le 22, entrée en vigueur le 25. Jean d'Ormesson dira, la France, aujourd'hui la question c'est pourquoi la France n'a plus sa gloire, sa puissance. Je dis, sur le château de Versailles, il y a toutes les gloires de la France, qu'est-ce qu'il en reste ? Pas grand-chose. En tout cas, on voit bien qu'on a des difficultés à les mettre en place, que nous ne faisons plus peur, que nous n'inspirons plus, nous ne sommes plus craints, et c'est pas forcément une qualité, mais c'est une réalité. Jean d'Ormesson dit la phrase, la date fatidique, la fracture, c'est le 10 mai 40, et Régis Debray va plus loin, il dit la phrase du maréchal Pétain, c'est aujourd'hui qu'il faut cesser, je vous dis le cœur déchiré, qu'il faut cesser le combat. On sait qu'un des ministres s'appelle Baudouin, et c'est de dire qu'il faut tenter de cesser le combat, et un autre ministre qui s'appelle Barthélemy, qui remet la phrase qu'il faut cesser. On voulait arrêter la guerre tout de suite. Est-ce que l'âme française, telle que dit Régis Debray, est-ce qu'elle est morte le 17 juin 40, ou est-ce que ces 9 personnes vous ont assuré qu'elle était encore, qu'elle vibrait encore? Eux, ils incarnaient, et ils ne théorisaient pas, ils incarnaient le fait que la bonne solution, le bon engagement a existé. Et donc, sans faire aucune leçon d'histoire, leur choix disait très largement et très fort et très haut qu'une alternative était possible. Et qu'au moment où beaucoup se sont désengagés, où ont abandonné le combat, il a existé une minorité de gens, de jeunes hommes et de jeunes femmes, qui ont dit non, qui se sont sentis heurtés et qui ont voulu s'engager pour cette mission complètement dingue, dont ils ne percevaient même pas les contours. Ils ne savaient même pas, pour la plupart, que De Gaulle existait. Le 18 juin, très peu ont entendu l'appel de Gaulle, qui est intervenu en plein exode. Ils ne savaient pas qui c'était, d'ailleurs. Ils ne savaient pas qui c'était. Et donc, il est toujours possible d'aller contre, j'allais dire, l'opinion dominante, d'aller contre, pour l'essentiel, la passivité de l'époque. Et il est possible toujours de s'engager et de trouver une voie qui sera la bonne. Et en général, cette voie, c'est ça le problème dans la vie.
pour un pays comme pour chaque individu, c'est une voie difficile. C'est une voie risquée. C'est une voie dans laquelle on ne peut pas savoir à l'avance ce qui va se passer. Et les Français libres, ou les futurs compagnons qui s'engagent en 1940, ce sont des gens qui ne savent même pas où ils vont aller. Ils ne savent même pas comment quitter le territoire, parce que le territoire est fermé. Toute personne qui quitte le territoire après ordre du maréchal Pétain devait être normalement condamnée à mort, condamnée par contumace. Donc ils savent pas comment partir. Quand ils arrivent à partir, ils savent même pas où ils vont. Est-ce que le bateau va en Afrique du Nord ou est-ce qu'il va en Angleterre? Quand ils arrivent en Angleterre, ils savent pas où aller. Ils arrivent à Liverpool pour certains. Bon, comment aller à Londres? Est-ce qu'il faut aller à Londres? Je ne sais pas où aller. Est-ce que je rejoins l'armée anglaise pour continuer à me battre parce que c'est ça que j'ai envie de faire? Est-ce qu'il y a des Français quelque part? Et pour finir par arriver à l'Olympia Hall, qui était le grand lieu qui avait été donné à De Gaulle pour rassembler la France libre, eh bien, il y a tout un tas de hasards, mais ce que je pense et ce qu'ils vivent et ce qu'ils me disent, c'est quand même qu'ils ont senti qu'ils accomplissaient leur destin. Et donc, pour répondre à votre question, je pense que de tout temps, un pays comme la France a un destin. Et les Français ont un destin. La question, c'est de savoir le cueillir, c'est de savoir le créer, et savoir accepter le risque, la difficulté, l'engagement dans l'incertitude totale, mais faire confiance au fait que quand on fait quelque chose de difficile et d'incertain, c'est précisément peut-être qu'on est sur le bon chemin. Le général de Gaulle dit cette phrase historique: nous avons choisi la voie la plus difficile, nous avons choisi la voie la plus droite. Et c'est une valeur qui peut toujours s'appliquer aujourd'hui. Je reçois Nicolas Prinsen, auteur de Leçons de courage, leçons au pluriel de courage, édité chez Fayard, collection Chose Vue. Nicolas Prinsen est allé à la rencontre des derniers compagnons de la Libération et nous raconte à travers cet ouvrage, ce document historique, ce traité politique, d'une richesse intellectuelle et culturelle inouïe, parfaitement écrit. C'est une tranche de l'histoire de France. C'est en même temps une rétrospective et en même temps une vision de l'avenir avec des valeurs morales et politiques qui sont fortes pour la République. Vous nous appelez au 0826 300 300 parce que vous avez peut-être connu des gens qui ont connu cette période. Vous êtes peut-être impliqué vous-même si vous avez un certain âge, ou en tout cas votre famille. Peut-être que ce sujet, les compagnons de la Libération, la résistance, dire non alors que tout le monde capitule, tout le monde s'écrase, il y a toujours un héros qui dit non. L'appel du 18 juin qui parle peut-être beaucoup pour vous. Est-ce que vous considérez que la France aujourd'hui, elle a tendance plutôt à s'incliner ou plutôt à résister face aux adversités? Vous en discutez avec nous, avec Nicolas Prinsen, qui vous répondra avec le courage et la ferveur dont il fait preuve dans ce ouvrage. Je ne doute pas de la qualité du dialogue. Au 0826 300 300. Zacharias attend votre appel et je vous dis à tout de suite sur Sud Radio. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Vous êtes bien sur Sud Radio en ce jeudi 18 juin 2026 et ça tombe bien que nous soyons le demi-juin puisque j'ai l'appel de Nicolas Prinsen qui est là, avec son appel s'appelle Leçons de courage. Il est allé à la rencontre. C'est plus qu'un entretien. C'est une rencontre historique entre un jeune homme impliqué en politique. Vous avez été conseiller de Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Donc vous êtes allé voir les derniers témoins de cette France qui s'est battue, de cette France qui a dit non, de ses amis, de ses alliés, du général de Gaulle, des gens qui reviennent petit à petit, qui se réinsèrent dans la société française. On connaissait la rigueur de Gaulle qui ferme l'ordre dès 1946, plus de nouveaux compagnons de la Libération. Ceux qui l'ont, elle était vraiment. Est-ce qu'il y avait un petit peu quand je lis le livre, il y a un petit peu d'amertume de leur part, ils pensaient être reçus ou reconnus. Ils demandent rien, c'est pas des gens qui vont. Certains ont demandé, Chaban-Delmas, il a passé la facture. Et il a été récompensé, et c'est un vrai résistant. Et d'autres aussi autour du général de Gaulle. Ceux-là, les petits héros de l'ombre, ils demandent rien, ils sont quand même un peu déçus de pas être un tout petit peu mieux reconnus. Le moment qui est difficile pour eux, et ils partagent quasiment tous ce moment-là, mais très peu se sont confiés à moi sur ce sujet-là, parce que ce sont des blessures que je n'ai pas systématiquement voulu ouvrir, c'est au moment où ils sont revenus en France. Donc ceux qui ont débarqué à Cavalère, ou pour ceux qui ont débarqué en Normandie, donc en 1944, il faut s'imaginer qu'ils avaient, pendant 4 ans, rêvé de ce retour en France pour sauver le pays. Et lorsqu'ils sont arrivés, d'être parfois mal accueillis, d'avoir l'impression de déranger, notamment le débarquement en Provence, une population qu'ils pensaient libérée, donc au lieu d'être accueillis en libérateurs du pays qui revenaient, tel Ulysse, après un long voyage de conquête, de difficultés, en ayant perdu leurs meilleurs amis au combat, enfin, le sacrifice ultime, eh bien, ils se sont retrouvés avec des gens qui leur ont dit « Non mais attendez, vous mettez du désordre à débarquer sur ma plage, là, vos hommes sont en train de me piquer de la vigne pour se nourrir, ou alors l'histoire du barman qui leur fait payer l'eau.
alors qu'ils rentrent chez eux. Et on dit, payez-le au restaurant. Mon père qui a fait la guerre me disait, où est passée la 7e compagnie? Il me disait, c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà, Robert Lamoureux a voulu faire une caricature. Ouais. Il y avait les lâchetés, les trahisons, les ignominies, voilà. Et ces compagnons de la libération, quand ils reviennent, sont confrontés à cette réalité. Faites-nous un profil rapide. Ce sont des gens... Alors, tout ça pour vous dire qu'il y a des résistants de la dernière heure qui ont eu toutes les gloires, tous les honneurs, oui. Dont certains avaient une attitude plus qu'ambiguë, eux qui sont nickel. Eh bien, rien. Alors, ce qu'on appelle les compagnons de libération, vous le disiez, c'est 1038 personnes. Parlez-moi des 9, là. Alors, les 9, c'est ce qu'on appelait des Français libres. C'est-à-dire oui. Ceux qui ont dit non à l'armistice, qui ont rejoint De Gaulle à Londres et qui ensuite n'ont pas été résistants de l'intérieur, c'est-à-dire qu'ils sont pas allés en France pour... Ils étaient dans les FFL, et pas dans les FFI, on est bien d'accord. Mais ils sont partis en septembre 1940, ils sont partis en Afrique, ils se sont battus pendant 3 ans en Afrique, ils sont passés par le Cameroun, ils se sont battus dans le désert de Libye, ils se sont battus en Syrie contre les Français de Vichy, ils se sont battus dans toute l'Afrique du Nord, puis ensuite ils sont revenus en Europe via l'Italie pour beaucoup, et ensuite en France pour mener la campagne de France et finir de libérer le pays. Donc ce sont ces gens qui avaient 18-20 ans, qui se sont engagés à ce moment-là. Alors d'où ils venaient, c'était des Français d'un peu partout. À l'origine, beaucoup de Bretons, des Normands, mais aussi des Parisiens. Il y avait des fils d'ouvriers comme Léon Gauthier, que je raconte, qui est une petite famille bretonne. Passionnant, Léon Gauthier. Passionnant, qui a fait le débarquement, lui, de 1944, et qui le raconte très bien. Comme il y avait des élèves de classe préparatoire, des grandes villes, de Paris, de Tours et d'autres, qui se sont retrouvés entre étudiants. Beaucoup se connaissaient d'ailleurs même avant de se retrouver à Londres, avec des profils, j'allais dire, intellectuels ou culturels très différents. Y compris des futurs prix Nobel. Dans le lot, il y avait François Jacob, par exemple, qui est devenu prix Nobel 20 ans plus tard. Donc il y avait des intellectuels, des ouvriers. Il y avait de tout. C'était représentatif de toute la diversité sociologique française. Totalement, mais le point commun, c'est c'était l'âge. Ils avaient tous cet âge, entre 18 et 22 ans, où on a à la fois une immense liberté, mais aussi beaucoup de doutes, où on ne sait pas exactement dans quoi on s'aventure. Mais donc ils avaient cet enthousiasme et un peu de folie pour partir comme ça à l'aventure, dans un monde très différent du nôtre. Londres, c'était quand même un peu le bout du monde par rapport à ce que c'est aujourd'hui, et en se disant juste, je veux me battre. Si jeune et déjà si conscient. On prend le cas de Daniel Cordier qui est emblématique, il y en a eu d'autres. Daniel Cordier est intéressant parce que Daniel Cordier a commencé comme un Français libre. Il est parti à Londres comme les Français libres, mais... D'extrême droite, de culture très Action française, en plus on est vraiment maurassien, voilà. Totalement. Bon, tous ceux qui sont engagés quand même à ce moment-là étaient de fervents patriotes. Oui. C'est-à-dire que contrairement à beaucoup, ils avaient été élevés dans des familles qui les avaient préparés mentalement à l'idée qu'il faudrait peut-être se battre un jour pour le pays, que la page de la guerre n'était pas refermée, qu'elle pouvait se réouvrir. Et ils ont tous eu à table pendant toute leur enfance les récits horribles des conséquences de la Première Guerre mondiale, avaient tous perdu de leurs pères eux-mêmes qui étaient anciens combattants, peut-être grands-pères, mais surtout les parents directs. Et donc ils ont été élevés non pas dans le dégoût absolu ou la négation de la guerre possible, mais au contraire dans l'idée que ça faisait peut-être partie du destin que de devoir un jour se battre et s'engager pour le pays quand les circonstances l'imposeraient, pour certains contre l'ennemi héréditaire à l'époque qui était l'Allemagne. Et le général de Gaulle, la récompense c'est voilà, vous êtes compagnon de la libération, il n'y a pas de faveur, il n'y a pas de piston, il n'y a pas, enfin sauf ceux qui ont eu l'engagement politique par eux-mêmes, je vous parlais de Chaban-Delmas, et eux ne demandent rien. Et beaucoup sont décorés, comme vous dites, il y en a qui sont décorés au départ, mais c'est surtout au fur et à mesure de la guerre. Personne ne cherche cette décoration de compagnon qui à l'époque ne voulait pas dire grand-chose. De Gaulle avait compris que c'est l'histoire après qui donnerait de la valeur à ces décorations, y compris dans ce qu'on se dit aujourd'hui. C'est parce qu'ils ont été compagnons et que cet ordre a existé que moi j'ai pu aller à la rencontre et trouver ces personnages qui en effet ont des histoires et des leçons incroyables à nous transmettre. Mais pour l'essentiel, la décoration ne changeait rien à leur quotidien. C'était pas un badge qu'ils affichaient comme ça et ça les empêchait pas d'aller au combat, ça ne les protégeait de rien, au contraire. Mais De Gaulle croyait premièrement à l'idée qu'il fallait créer une symbolique. Quand il n'a pas réussi à rallier une partie de l'Empire français à Dakar en 1940, il s'est rendu compte qu'il fallait que cette armée rebelle commence à ressembler à un État. Il fallait se réapproprier des décorations, puisque la Légion d'honneur était restée à Vichy, il fallait lui-même créer un ordre symbolique, comme il fallait créer la Croix de Lorraine, il fallait créer des repères qui lui donnent une apparence d'être un État, même si, à la base, c'était une petite armée de briques et de brocs. Et c'est vrai que c'est l'Afrique, avec Brazzaville comme capitale, Félix Éboué au Tchad, qui donne les premières structures, le premier socle de la France libre, celle de la Reconquête. Et on ne dit pas assez à quel point l'empire de la France à l'époque, c'est-à-dire pour l'essentiel l'Afrique, a été décisive dans le fait que la France libre existe et qu'elle réussisse. Parce que c'est en ralliant toutes les troupes
africaine que la France libre a pu avoir les forces qui lui permettaient de contribuer à la guerre des Alliés. Je pense au propos de Bali Bagayoko, maire de Saint-Denis, qui dit falsifier la Marseillaise. Au contraire, il incarne, lui, cette Afrique qui s'est battue aux côtés de la France libre et qui a participé à la libération. Elle a peut-être pas eu tout de suite, mais le général de Gaulle a libéré ensuite ces pays. Il a été reconnaissant, il leur a donné l'indépendance. Mais il faut surtout éviter... Quelle erreur! Il faut éviter absolument ce mensonge qui consiste à penser ou à dire que cette Afrique-là n'a pas contribué à la France. L'histoire de la France libre, c'est tout le contraire. L'histoire du général de Gaulle, c'est tout le contraire. On parle en 1940 et à cette époque d'une France immense et d'une France très différente. D'un empire. Un vrai empire. Et ce qu'il faut bien dire, c'est que tous ces gens-là, aussi bien au Cameroun que dans tous les autres pays dont on parle, Afrique équatoriale française, Afrique orientale française, étaient des volontaires. Ils ont voulu se battre pour cette vision-là de la France, grâce notamment du leadership comme Félix Eboué. Je reçois Nicolas Prinsen, Leçons de courage aux éditions Fayard. Nous parlons des compagnons de la libération, de la résistance, justement, du général de Gaulle qui s'est battu. Et existe-t-il encore dans l'âme française cette ferveur? Nous en discutons avec Nicolas Prinsen. Vous nous appelez au 0826 300 300, il est 13h30. Vous avez la parole, appelez-nous et l'échange sera, vous allez voir, passionnant et pertinent. Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Vous êtes bien sur Sud Radio, je le répète, en ce jeudi 18 juin 2026, j'allais dire 1926, non, c'est... non, et donc nous célébrons le 86e, mais oui, demi-quart 2026, faut pas être fort en arithmétique. 86e, il y aura un 90e dans 4 ans, et puis pour le centenaire, on verra ce que Nicolas et moi organisons. Enfin, on ne sera pas les seuls. Alors, je sais pas où je serai, mais enfin, on continuera à en discuter. Nous avons beaucoup. Vous êtes nombreux à appeler au 0826 300 300, bien sûr, parce que le sujet vous passionne, la personne du général de Gaulle, la situation de la résistance. Et comme nous savons aujourd'hui que la France est en souffrance, qu'elle est au pied du mur, est-ce qu'il faut résister? Est-ce qu'il faut se battre? Est-ce qu'il faut sauver la Française dont Régis Debray considérait qu'elle était morte le 17 juin 40? Voilà, on va discuter avec Nicolas Prinsen, et j'ai Hector qui nous appelle de Montpellier. Bonjour Hector. Oui, bonjour et merci de me donner la parole. Je vous en prie, au contraire, mais je pense que le sujet vous passionne, je suppose. Écoutez, alors je vais vous raconter comment j'ai grandi. Moi, j'ai grandi auprès d'un grand-père qui a été résistant. J'ai un père qui a été militaire, donc ça a mené ma vocation et que j'ai suivi au final, puisque en 2009, juste après mon bac et après un an d'entraînement, je suis parti en Afghanistan. Donc j'espère avoir marché sur les pas de mes ancêtres. Et justement, c'est un sujet à l'heure actuelle qui me parle. Quand on parle justement de tous ces anciens que j'ai eu la chance par rapport à mon grand-père, par rapport à ses frères qui eux étaient dans les forces françaises libres. Donc en fait, j'ai grandi dans ce mythe. Et dans tous ces récits, sans compter les récits de combat de mon père et tout ça, donc c'est quelque chose qui me touche et qui me touche particulièrement. Et notamment quand j'entends parler de l'amertume qu'ont pu ressortir certains anciens. C'est un peu le cas pour nous autres qui avons combattu, pour certains comme moi en Afghanistan, d'autres qui ont fait le Mali, l'histoire du retour au pays, de l'amertume qu'on peut ressentir et de cette espèce de sentiment d'abandon. Parce que pour certains, nous sommes encore en train de nous battre pour avoir une reconnaissance au sujet de nos droits, notamment moi qui ai été blessé là-bas. Donc j'y étais en 2009. Et l'État ne m'a toujours pas indemnisé des blessures reçues. Alors si je comprends bien, Hector, vous êtes habité par des valeurs qui sont celles qui sont décrites dans ce livre et qui sont des valeurs essentielles. Vous avez donné de votre personne, vous avez consacré une partie de votre vie, vous avez pris des risques pour la patrie. Bien sûr. Alors, je vais vous faire la réponse du général de Gaulle aux résistants, mais je vais tout de suite demander à Nicolas Prinsen de vous répondre. Alors moi, je vais vous dire, comme de Gaulle, vous n'avez fait que votre devoir, mon cher Hector. Mais pourtant, je comprends. Je comprends. Nicolas Prinsen, Hector, vous comprenez son malaise ou non? Je pense que c'est un sujet ancien mais qui reste très moderne, c'est celui de la reconnaissance de nos soldats. Il y a des gens qui se sont engagés et qui, dans votre cas, Hector, et merci pour votre témoignage, l'ont payé du prix du sang et ont laissé littéralement une part de leur personne pour le pays. Je ne sais pas, Hector, quelle est la bonne solution, quel est
quelle est la bonne action pour donner le niveau de reconnaissance que l'on doit à des gens comme vous, comme ce que l'on doit aux Français libres. Il y en a qui meurent. Il y a des soldats qui meurent. Au combat, il y a quelques jours. Il y en a qui meurent. Et il y en a qui meurent de tout temps. Qui donnent leur vie en 2026, 2025, 2024 pour des sujets qui semblent éloignés. Et pourtant, ils font don de leur vie pour la France. Oui. Et donc, que peut-on faire? Alors, le minimum, c'est ce que vous dites et qui manifestement n'est pas fait. C'est évidemment de vous mettre dans les conditions qui vous permettent de poursuivre et de vivre librement. J'ai pas dit confortablement, j'ai dit librement en fonction de votre mérite et manifestement du type de blessure que vous avez reçu. Donc vous parlez vous-même des pensions qui n'ont pas été versées. Oui, là Hector, il est en attente d'une reconnaissance minimale du sacrifice qu'il a fait de lui. Ça ressemble à vos compagnons de la Libération qui arrivent, on leur dit allez, garde-toi là et tranquille. J'ai peur malheureusement que vous fassiez référence à un problème beaucoup plus vaste qui concerne pour le coup des millions de Français, c'est que la France est un pays qui s'est appauvri. Et que donc, si vous pointez strictement au sujet de l'argent, nous avons un problème qui va bien au-delà des sujets dont on discute aujourd'hui. C'est que l'argent manque partout. Nicolas Prinsen, peut-être que l'argent manque parce qu'on a oublié les valeurs qui sont dans ce livre, les valeurs de la nation. Alors, on n'est pas anti-européen, on n'est pas anti-mondialisation, mais le général de Gaulle avait mis des garde-fous en disant il y a des souverainetés auxquelles on ne peut pas renoncer. On y a renoncé certainement de bonne foi au moment de la construction européenne. Aujourd'hui, on le paye très cher parce qu'on a renoncé à des prérogatives qui étaient essentielles pour notre économie. On a pensé que la paix dans le domaine militaire, que nous avons connu plus ou moins pendant un certain nombre de décennies. Vous étiez bien placé en 2009 à l'Élysée pour le savoir. Oui, voulait dire la paix dans tous les domaines. C'est faux. La guerre, si elle n'est pas militaire, se poursuit sur d'autres terrains. Et fort heureusement, quand elle s'est déplacée du terrain militaire au terrain économique, eh bien, elle est devenue beaucoup plus pacifique, peut-être moins conflictuelle, ou en tout cas la conflictualité est moins visible. Mais ce qu'on a oublié, et c'est ce à quoi vous me faites penser, Hector, c'est que quelle que soit l'époque, il faut toujours se battre. Il faut se battre comme individu, il faut se battre en tant que pays, il faut se battre en tant qu'entreprise pour être compétitif, pour gagner les marchés, pour créer les innovations de notre temps, pour faire mieux que les autres, mieux que son voisin, mais surtout mieux que l'autre acteur international, étranger, quand on est quand on vit à l'heure de la mondialisation économique et technologique. Et que c'est cette part, quand vous me dites ça, Hector, quand je vous entends, vous me faites penser au fait que notre culture s'est affaiblie dans son rapport au combat. On a laissé s'affaiblir l'idée de travail et avec elle l'idée de combat, qu'il faut se battre, que la vie n'est pas supposée être facile pour tous, elle est difficile, il y a des gens qui se sacrifient pour nous, comme ce que vous avez raconté, Hector, et donc il faudrait partager plus largement au corps social, et c'est ce que font les militaires quand ils rentrent du vrai combat et qu'ils découvrent une société qui a l'air un peu très très soft, on va dire, très fragile, c'est qu'il faut redonner aux Français le goût du combat sous toutes ses formes. Hector, vous avez un dossier en cours ou non auprès de l'administration par rapport à ce que vous attendez? Bien sûr. Alors, le dossier en cours, oui, en fait, entre guillemets, la réponse qui m'a été apportée, c'est que mon dossier a été maltraité. Donc, j'ai une partie et j'attends de toucher une autre. Mais je suis d'accord avec monsieur concernant la reconnaissance. C'est pas tant la reconnaissance pécuniaire, parce que ça, bien sûr, il faut se battre. Donc, au final, j'aurai gain de cause, ça c'est sûr. Mais moi, je voulais en revenir justement au niveau de la morale. C'est que le meilleur accueil qu'on peut faire à nos combattants, à nos policiers, à nos pompiers, bref, ça peut faire comme aux États-Unis où on a un vétéran day, où les gens sont vraiment, les vétérans sont vraiment, comment dire, portés au pinacle au moins pendant une journée. Ici, on leur est reconnaissant. Et quand j'entends, je vais vous dire, j'ai 37 ans. Quand j'entends des gens comme Balik Bagayoko qui disent que nous avons le droit de siffler la Marseillaise, d'accord? Moi, quand vous sifflez la Marseillaise, ça vous choque. D'accord? Vous sifflez le mec qui est mort dans mes bras en Afghanistan. Vous sifflez sur le sergent de mon régiment aussi, qui est mort brûlé. Vous crachez sur la dépouille d'un caporal mort brûlé, aussi en 2009, au 1er août, et d'un caporal-chef, qui étaient tous mes amis. Je pense que... Et ce que je veux vous dire, et ça je vais le dire, et ça, je pense que ça devrait être, c'est dans notre sang, c'est dans notre, c'est dans notre chair. Si jamais, moi je pense que si j'entends quelqu'un qui se prend le droit de siffler la Marseillaise à côté de moi, je pense que la claque qu'il va recevoir, et il n'y a que comme ça qu'on peut réagir. Hector, il y a un moment donné bien sûr, où tous ces anciens se sont fait trouer la peau en 14-18, en 39-45. Moi, mon père a pris une balle dans le bide pour des histoires en Afrique, machin. Et vous pensez que moi, je vais laisser
mon drapeau se faire jeter au sol pour soi-disant un droit, alors que nos anciens et nos camarades même à l'heure actuelle, ceux qui sont dans les forces spéciales et qui sont en train de se faire tirer dessus tous les jours, eux, ils ont le droit de crever en silence. Et ça, c'est inacceptable. Donc déjà, la reconnaissance, elle serait comme ça. Et la première des reconnaissances, ce serait qu'il y ait un président qui ouvre un peu sa gueule et qui dit que là-dessus, justement, vous crachez pour le drapeau, vous dégagez. Peut-être qu'il va y avoir des suites, Hector, et peut-être que Bali Bayayoko, et peut-être que Jean-Luc Mélenchon va peut-être comprendre l'énormité de cette aberration. Merci Hector pour votre témoignage. Nous avons Serge qui nous appelle de Clermont-Ferrand. Bonjour Serge. Oui, bonjour messieurs. Voilà, vous avez une certaine idée du général de Gaulle, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, juste auparavant, je vais dire que je suis à l'autre bout de la vie par rapport à votre précédent auditeur. Oui. Puisque j'ai 84 ans. En effet. Et que j'avais 2 ans lors du débarquement. J'habitais chez ma grand-mère, un petit village du Pas-de-Calais. Il y avait une rampe de V1, 2 km à droite, et la DCA allemande, 1 km à gauche. Vous êtes né 2 ans après le 18 juin. Voilà, 2 ans après la peine. Mais vous êtes né au cœur de la tourmente. Et je voulais parler du général de Gaulle, parce que le général de Gaulle avait une idée très mitigée des Français. C'était pas tous des vertueux comme il l'aurait souhaité. Et donc, lui s'intéressait à la France et beaucoup moins aux Français. Les Français devaient faire des choses pour la France et la France pas automatiquement faire des choses pour les Français. Et donc, quand on regarde maintenant les hommes politiques qui sont brillants, intelligents et de grande qualité intellectuelle, c'est certain, ils parlent des Français avec, disons, sous-jacent le côté les électeurs. Mais la France ne rentre pas tellement, à ma connaissance, dans les discours de ces hommes politiques qui espèrent tous être président de la République. Et je comprends, il faut qu'on ait un président de la République. Mais enfin, on n'aura jamais quelqu'un comme le général de Gaulle. Vous pensez que le général de Gaulle aurait accepté 3300 milliards de dettes? Jamais. Il aurait coupé court à tous. Je dis pas la gabegie, mais tout ce qui est donné. Il y a des moments, il faut peut-être un peu souffrir, et ça, le général de Gaulle trouvait que c'était normal que les Français souffrent un tout petit peu, pas trop, attention, il n'était pas non plus complètement idiot pour ça, et que maintenant, dès qu'il y a un problème, on donne des sous, et je crois que les 3300 milliards font qu'on ne peut rien faire d'autre quand on a aussi peu d'argent dans les caisses. Serge, voilà, il avait surtout mis en place un système qui devait nous éviter d'en arriver là. Serge, Nicolas Prinsen va vous répondre. On fait une toute petite pause. Il vous répond juste après. Vous restez en ligne avec nous et Nicolas Prinsen vous répond tout de suite sur Sud Radio. Vous nous appelez évidemment au 0826 300 300. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Vous êtes bien sur Sud Radio. Je rappelle que nous sommes le 18 juin 2026. Je reçois Nicolas Prinsen, auteur Leçon de courage au pluriel, édité chez Fayard Collection. Chose vue, le témoignage des derniers compagnons de la Libération, recueilli par Nicolas Prinsen, qui a été conseiller du président Sarkozy à l'Élysée en 2009, qui connaît donc bien le monde politique de l'intérieur et qui a voulu faire ce point d'actualité historique pour savoir où nous en sommes et est-ce que ces âmes françaises qui ont tout sacrifié en risquant tout et le reste, est-ce que cette âme française est encore vibrante aujourd'hui? Nous étions en ligne avec Serge. Serge nous disait que le général de Gaulle avait une idée très mitigée des Français qui s'intéressaient d'abord à la France avant de s'intéresser aux Français. Nicolas Prinsen, on est sur cet esprit-là. Merci Serge, c'est un bon point. Et en effet, j'en parle beaucoup dans le livre du rapport des Français de Gaulle. La France, c'était ce qui a vocation à tirer les Français vers le haut. Et donc, c'est pas une entité séparée des Français. C'est la version la plus aboutie, la plus élevée, qui doit tirer le peuple dans toute sa diversité, dans toute parfois sa médiocrité, ça peut arriver, en tout cas aux yeux du général, vers le haut. Et c'est vrai qu'il faisait le parallèle avec notre époque. Il parle de veaux, hein. Il dit que les Français sont des veaux. Vous le dites pas dans le bouquin. C'est pas dans ses mémoires de guerre, mais enfin. Mais il est vrai que ce qu'il faut regarder avec De Gaulle, c'est à quel point il essaye d'élever. Et c'est ce qu'on voit avec l'histoire des compagnons, c'est qu'ils ont tous compris, ils avaient une croyance en la patrie, c'est-à-dire la France, et ils avaient tous à cœur cette idée qui s'est un peu érodée depuis, de la patrie, qui est, il y a quelque chose en moi de supérieur à moi. Donc au-delà de la République, il y a des républicains, il n'y a pas que des républicains. À l'extrême droite, on a beaucoup résisté aussi, hein, et à l'extrême gauche, on a aussi un peu collaboré, mais bon, il y a des résistants partout, et des collabos partout, mais là, c'est vraiment, ils sont habités par la France, par la patrie. Ils sont habités par la France, et là où il faut faire attention par rapport au monde d'aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à vouloir, en tout cas dans la vie politique, rassembler les gens en trouvant le plus petit dénominateur commun. Quel est le point qui fait que je vais passer au deuxième tour à 13% de vote ?
De Gaulle, c'est tout l'inverse. Pour lui, la France, c'était le plus grand dénominateur commun. Qu'est-ce qui peut tirer tout le monde vers le haut? Et c'est pour ça, grâce à cette vision très, très ambitieuse de la France, qu'il a su rallier non seulement quelques petits jeunes qui ont débarqué à Londres en 1940, mais tout un empire qu'était la France à l'époque. Il faut quand même se demander pourquoi des peuples entiers ont choisi d'aller avec De Gaulle, quand tout disait qu'il fallait prendre l'autre route. C'est que De Gaulle proposait une vision plus grande, plus ambitieuse de la France, qui était une France, comme le dit le nom, libre. Donc derrière la France, c'est la liberté. Sans oublier qu'il n'a pas le soutien des Américains qui font tout pour l'évincer, avec l'épisode d'Arlan et Giraud. Churchill le soutient parce qu'il a besoin des forces françaises libres, mais il se bat non seulement à l'intérieur de son camp et contre une France, et il est condamné à mort, n'oublions pas, par le régime du maréchal Pétain. Et ce qu'il a sauvé et qui a rendu la France libre possible, c'est d'ailleurs ce qu'on voit dans le livre et aussi dans le film actuel, c'est qu'il a postulé la grandeur de la France. Tout de suite, d'emblée. Tout de suite, et il a jamais lâché. Non négociable, non négociable. Merci Serge pour votre témoignage. Nous avons Johan qui nous appelle de Malmort. Bonjour Johan. Bonjour Perico, bonjour Nicolas. Le sujet vous interpelle, Johan? Oui. On est toujours. Moi, je fais partie de ces Français qui sont fiers de leur pays et qui regrettent un petit peu l'état dans lequel il est aujourd'hui. Moi, j'avais une petite question pour Nicolas, parce que vous avez eu l'occasion de parler. C'est peut-être une grande question. C'est peut-être une grande question, Johan, votre petite question. Allez-y. Pourquoi pas? On a aujourd'hui une classe politique qui, alors, d'un côté, soit se revendique à corps et à bras du général de Gaulle, mais qui trahissent complètement ses principes. Et de l'autre, on l'a vu tout à l'heure avec l'intervention de votre auditeur, d'autres qui carrément vont cracher sur nos symboles nationaux. Moi, la question que je me pose, fait allusion au maire de Saint-Denis, l'auditeur n'a pas craché, il faisait allusion au maire de Saint-Denis. Oui, non, pas l'auditeur, ouais. Non, je parle de la classe politique qui n'hésite pas à huer la Marseillaise ou à cracher sur le drapeau. Moi, ma question, c'est que aujourd'hui, dans un monde qui est bien plus complexe que celui de nos aînés, savoir aujourd'hui si un modèle, si l'homme providentiel vraiment serait une solution pour on va dire redresser la tête, et si oui, est-ce que on attend réellement quelqu'un de la trame du général de Gaulle tel qu'il pouvait être, ou alors si peut-être on serait pas plutôt sur des modèles différents. Bonne question d'actualité. Merci Johan. Nicolas Prinsen, il vous fait mettre un peu les pieds dans l'actualité politique, mais est-ce que ces profils existent encore? Voilà. Johan, puis j'entends avec votre voix que vous n'avez pas 80 ans comme le précédent, donc vous êtes plutôt... Comme Serge, voilà. Je pense que... dans le livre, je vous recommande de lire les témoignages des compagnons de la Libération, parce qu'ils étaient très jeunes à l'époque, et ils se sont engagés sans savoir qu'il y avait un homme providentiel, sans savoir que le général de Gaulle les attendait à Londres. Et d'ailleurs, absolument, très important, faut le préciser. Il n'attendait pas des étudiants de 18 ans, lui il voulait plutôt des ingénieurs et des vrais soldats. Il en a eu quelques-uns, mais beaucoup d'étudiants aussi. Et ce que je veux dire par là, et c'est vraiment ce qui m'a inspiré dans cette histoire, parce que je me posais exactement la même question que vous il y a quelques années, c'est que l'homme providentiel, en fait, il est dans chacun d'entre nous. Il est dans chacun d'entre nous, en tant que Français, de se dire que la France est quelque chose à laquelle il faut croire, qui a vocation à nous élever par rapport à ce que nous sommes, et que c'est par là qu'il faut commencer. Donc vous voyez, par exemple, on peut râler en permanence des politiciens qui proposent aucune bonne option par rapport à l'état de gravité du pays, par exemple de ses comptes publics. Mais en fait, il faudrait quand même un peuple qui se rende compte aussi individuellement de ce à quoi il fait face. Il faut se rendre compte que nous ressemblons, nous tous aujourd'hui, beaucoup plus au peuple français des années 30, qui refusait l'obstacle, plutôt qu'aux courageux des années 40, que j'écris, et c'est pour ça que je les écris, que je les partage en modèle, qui eux se sont engagés. On accepte aujourd'hui une France qui est lourdement endettée, qui met en danger son futur, qui met en difficulté ses enfants, et j'ai des enfants, donc croyez-moi que ça m'obsède. Et donc il faut commencer, je pense, par soi-même, avant de chercher ailleurs. On est bien d'accord, je rappelle que quand général de Gaulle, on lui demande qui vous avez vu arriver en 40, il dit j'ai vu arriver des juifs, des aristos, des barbus et des manchots. Autrement dit exactement ce qu'il est. On a Françoise qui nous appelle, il nous reste une petite minute, on a Françoise qui nous appelle de Bourg-la-Reine. Françoise, votre papa était engagé le 6 juin, c'est ça? Avec 20 ans.
il était étudiant, il était chef patente au bois à l'île de Ré. Il devait passer son bac deuxième année, et donc la guerre est là, il s'engage, il n'a jamais entendu le général de Gaulle, et il prend son vélo, il passe le bateau, hein, parce qu'à l'époque c'était des barcalaires à La Rochelle, île de Ré, La Rochelle, il se dirige au centre de l'aérodrome de La Rochelle. Françoise, le temps est écourté, on prend le témoignage. Juste une question pour Nicolas Prinsen. Vous vouliez juste rappeler qu'il y avait aussi quelqu'un dans votre famille qui avait ce courage. Non, il n'y a pas que ça. Mon papa n'a pas eu son livret militaire tout de suite. Non, Françoise, on n'a plus le temps. Est-ce que vous avez une question pour Nicolas Prinsen? Oui. Est-ce que monsieur, parce que mon père a fait le débarquement de la Provence, et il est remonté jusqu'à Clamart avec les Américains pour libérer Paris. Et ça n'est pas reconnu historiquement. J'aimerais bien que monsieur, justement, Prinsen, me permette de me diriger pour savoir où je pourrais trouver ces renseignements. Et donc, je pense qu'on peut y avoir au musée d'Enfer Rochereau, mais moi, tout seul... Nicolas Prinsen vous répond, François. Merci pour votre question très importante. En 30 secondes. Il faut absolument commencer là, mais ce que j'aime beaucoup dans la question que vous posez, c'est que vous avez encore aujourd'hui un intérêt, et cet intérêt grandit, et c'est ce qu'on voit dans le livre, me semble-t-il, un intérêt pour notre passé, parce que nous avons des choses absolument essentiel à apprendre de notre passé. Et moi, vous savez, je suis quelqu'un qui est tourné vers l'avenir. Je suis entrepreneur dans les nouvelles technologies. J'ai pas vocation, ou par nature, je suis pas historien. Mais dans ce que j'ai trouvé de ces témoignages du passé, j'ai trouvé de l'énergie et de la force pour l'avenir. Et c'est ça que je veux partager dans le livre. Donc, intéressez-vous à vos histoires familiales. Intéressez-vous à l'histoire de votre pays. Nicolas Prinsen, Leçon de courage, c'est un traité politique. Ça parle du passé, mais ça ouvre des perspectives sur l'avenir. Fayard aux éditions Chose Vue. Il vous en coûtera 22,90 €. Un document incontournable, comme le film du général de Gaulle qu'il faut aller voir. Et ceux qui auront lu ce livre et vu ce film, peut-être sortiront-ils avec une idée différente et en tout cas plein d'espoir pour la patrie, pour dire vive la France et vive la République. Une certaine idée de la France. Merci Nicolas Prinsen d'avoir été sur Sud Radio aujourd'hui. Quant à nous, je vous dis à lundi. Je vous laisse en compagnie de Brigitte Lahaye. Merci d'avoir été sur Sud Radio.